Bonjour et bienvenue dans le monde de notre vie intérieure. Nous parlons aujourd'hui de la lecture. La lecture nous offre de connaître, d'épouser sans effort quantité de destins extraordinaires, d'éprouver des sensations puissantes par l'esprit, de courir des aventures prodigieuses et sans conséquences, d'agir sans agir, de former enfin des pensées plus belles et plus profondes que les nôtres et qui nous coûtent presque rien. Et en somme, d'ajouter une infinité d'émotions, d'expériences fictives, de remarques qui ne sont pas de nous à ce que nous sommes et à ce que nous pouvons être. Paul Valéry, Variété. La lecture, notamment de romans ou de poésie, est une expérience vicariante, c'est-à-dire qui nous permet de bénéficier de l'expérience d'autrui, d'accéder à sa vie intérieure pour enrichir, éclairer ou bousculer la nôtre. Elle est aussi une manière de pratiquer la psychologie. Partout où je suis allé, un poète était allé avant moi, écrivait Freud, pour souligner que la science psychologique ne fait souvent que valider, parfois infirmer, les intuitions et observations des écrivains. Plusieurs études ont montré que la lecture d'œuvres de fiction augmente les capacités d'empathie et de compréhension d'autrui comparées à la lecture de non-fiction ou à l'absence de lecture. En favorisant l'identification aux personnages, en aidant à comprendre leur point de vue sur le monde et sur les autres, elle propose un enrichissement considérable de notre propre expérience de la vie. Dans les travaux dont nous disposons, les œuvres dites classiques semblent y contribuer légèrement mieux que les œuvres grand public. Sans doute est-ce dû à la plus grande subtilité des phénomènes psychologiques abordés par les auteurs devenus des classiques, et aussi au fait que bien souvent le grand écrivain ne cherche pas forcément à plaire au lecteur ou à lui simplifier la vie, mais à décrire au plus près ce qu'il observe et ressent, quand bien même cela serait complexe, comme le sont les rouages de nos émotions et de nos pensées. André-Pierre de Mandiargue notait ainsi à propos de Proust: son œuvre a l'attrait d'un énorme crâne trépané, où nous verrions évoluer les pensées comme dans un planétarium psychique. La lecture offre des nourritures à notre vie intérieure, mais aussi des joies multiples. Joie de la familiarité et de la clarification, lorsqu'on retrouve exprimées sous la plume de l'auteur des intuitions qui étaient présentes mais confuses à notre esprit. Joie de la découverte, lorsqu'on est surpris par un point de vue auquel on n'aurait jamais songé soi-même. Joie de la fraternité, lorsqu'on découvre à quel point certains de nos ressentis sont proches de ceux de l'auteur ou de ses personnages. La lecture est une rencontre, et toute rencontre peut se produire dans des conditions variées et imprévisibles. Les savoureux droits des lecteurs, défendus par Daniel Pénac, restent donc fondamentaux. Droit de sauter des pages, droit de ne pas finir un livre, droit de lire n'importe quoi, etc. Tout est bon, pourvu que la lecture soit sincère et que les mots pénètrent dans notre cerveau, puis qu'ils y vivent alors leur vie propre. De fait, le moment le plus important est peut-être celui où l'on repose le livre, le moment où la digestion du texte commence, car lire, c'est nourrir son esprit et son âme. On s'occupe simplement de s'alimenter, puis digérer, ça se fait tout seul. On peut alors passer à autre chose, comme le recommande Gide en exergue de ses nourritures terrestres. Que mon livre t'enseigne à t'intéresser plus à toi qu'à lui-même, puis à tout le reste plus qu'à toi. Car ni la fréquentation de notre vie intérieure, ni celle des auteurs que nous aimons ne sont une fin en elles-mêmes. Il ne s'agit que de détours féconds pour revenir ensuite vers le monde, pour mieux l'aimer et l'admirer. À demain, et ne perdez jamais le lien avec vous-même.